Je me présente, donc je suis l'artilleur Laurent, je fais partie du 93e régiment d'artillerie de montagne et je monte rejoindre le général Olori qui est lui dans la ligne Maginot des Alpes. Donc on connaît bien la ligne Maginot du Nord, hein, ça parle à tout le monde, mais c'est vrai qu'on a oublié qu'on avait aussi une ligne Maginot dans les Alpes. Effectivement, et pourtant c'est la première ligne qu'on va construire avant celle du Nord. Donc c'est une ligne de petits édifices très bien conçu entre la frontière suisse et la frontière italienne, ça descend jusqu'à Menton. Donc on me demande de rejoindre le général Olori pour prendre des ordres que je devrais redescendre au fort de Comboire, au général Marchand. Le fort de Comboire, ça parle à tout le monde, donc c'est un fort qui est sur clé, qui n'a pas du tout rien à voir avec la ligne Maginot, sauf qu'un général, le général Marchand, s'est installé son PC. Qu'est-ce qui se passe en juin 40? En juin 40, les Italiens nous déclarent la guerre. Et ils vont affronter la ligne Maginot. Mais notre ligne Maginot, elle tient dans les Alpes. Donc Mussolini demande de l'aide à Adolf Hitler. Il fait d'abord un peu la sourde oreille, parce que lui, il est en train de négocier l'armistice avec l'armée française du Nord. Au bout d'un moment, comme il voit que l'armistice des Italiens ne se signe pas, il décide d'envoyer la 3e Panzer Division, qui est une Panzer Division déjà de Panzer IV, très moderne, et surtout cette Panzer Division, c'est une Panzer des divisions d'élite. C'est eux, ils ont fait toute la bataille de Pologne en tant que vainqueurs, et toute la campagne de France, ils sont vainqueurs. Donc il envoie vraiment une compagnie d'élite. Et en ayant l'idée de passer à l'arrière des lignes défensives de la France, donc d'un seul coup, notre ligne Maginot devra combattre d'un côté les Italiens et au pied de l'autre côté, les Allemands en train de monter. Donc, dans l'idée de déstabiliser la ligne Maginot pour qu'enfin les Italiens puissent rentrer dans le territoire national. Sauf que les ordres qu'il donne au général Marchand, c'est de tenir, quoi qu'il arrive, l'arrière de la ligne Maginot. Sauf que je dois lui annoncer que le général Olori ne donnera ni matériel ni hommes. Il n'est pas question que faire descendre ces hommes de la ligne Maginot, il a besoin de tout le monde. Donc le général Marchand devra reconstruire une armée et son équipement pour tenir l'arrière. Donc pour reconstruire son matériel, déjà il va descendre à Toulon, il va récupérer de l'artillerie, il va démonter des canons sur d'anciens bateaux qui sont restés à quai à Toulon, et il va remonter son artillerie. Et puis il va aller chercher des hommes. Il va aller chercher des hommes comme moi, qui sont anciens. Et nous, on a fait la guerre 14, mais la ligne Maginot, c'est moderne. On ne sait pas du tout comment ça s'utilise, les canons. Donc on nous a mis de garde pour tenir la garde de Grenoble, les dépôts de vivres, les dépôts de munitions. Donc le général Marchand va nous réquisitionner. Il va réquisitionner, entre autres, des tirailleurs qui, dans un premier temps, devaient reprendre le train à Lyon, et puis on leur dit qu'il n'y a plus de train, ils redescendent sur Grenoble, ils attendent un nouveau train pour repartir dans le Nord, et bien le général va les réquisitionner. Et il va reconstruire son armée. Et on va tenir plus d'une semaine à Vorep, en face de nous. La Panzer Division n'arrivera pas à pénétrer dans Grenoble et surtout à monter dans les Alpes pour déstabiliser la ligne Maginot. Entre-temps, les Italiens, voyant que la situation ne se débloquait pas, va signer l'armistice. Résultat, c'est pour ça qu'on dit que l'armée des Alpes est l'armée d'invaincus. Parce qu'on n'a pas perdu, on a perdu certes la guerre, mais on n'a pas perdu la bataille, on l'a gagnée à Vorep. Ce qui va permettre que les hommes de l'armée des Alpes vont être démobilisés. Donc c'est des hommes qui vont pouvoir rentrer chez eux. Pas comme dans l'armée du Nord, où ils devront partir dans les camps de prisonniers en Allemagne, où il faudra attendre un certain nombre de mois pour qu'ils soient remplacés par des travailleurs. Donc nous, on va rentrer chez nous. Donc une fois chez nous, eh bien, nous, je vous l'ai dit, on a perdu la guerre, mais on n'a pas perdu la bataille pour nous. On n'a pas perdu la guerre, en fait. Donc très vite, des petits groupes vont aller s'installer dans le Vercors, dans la Chartreuse, dans les Alpes. Et c'est là qu'ils vont commencer à faire des premiers camps de résistants. C'est eux qu'on retrouvera en 1944 pour la libération de Grenoble, entre autres les Stéphane. Et très vite, en fait, ils vont continuer, ils vont se réengager dans l'armée libre française et ils vont continuer à bagarrer dans les Alpes et après
rejoindre les Alliés dans toute la campagne d'Allemagne jusqu'à Berlin. Alors, vous décrire un édifice de la ligne Maginot, il faut vous imaginer un sous-marin. Sauf que le sous-marin il est sous l'eau, ben là, nous, on est dans la montagne. Donc, comme dans un sous-marin, eh bien, l'air est pressurisé pour pas faire comme en 14, que si les Italiens utilisaient des bombes à gaz, que le gaz rentre à l'intérieur, comme on est sur surpression, eh bien, on a tendance à cracher de l'air vers l'extérieur et pas aspirer de l'air à l'intérieur. On a des portes blindées, mais surtout des portes étanches. Pour vous imaginer quelque chose de très moderne pour l'époque. On a une autonomie comme dans l'ancien temps 90 jours. On a 90 jours de vivre, 90 jours de défense au niveau armement. On est très moderne, on peut prendre une douche, il y a de l'eau chaude. On a des cuisines qui nous préparent à manger, on a le café 24/24. Sauf que j'ai pas mon lit, c'est comme dans un sous-marin, puisque d'ailleurs les lignes Maginot c'est pas des soldats, c'est un équipage, comme dans la marine. Sauf qu'il va falloir que j'aille réveiller Stéphane qui dort pour qu'il reprend ma place, puisqu'il va monter la garde 8 heures de plus, et moi j'aurai accès à son lit et dormir. Voilà la seule différence. Plus question de porter les obus dans tous les couloirs. On a des systèmes de palans, de treuils hydrauliques pour aller charger les pièces d'artillerie et faire du tir très rapide et très précis. Donc on me dit oui, mais où sont la ligne Maginot dans les Alpes? Il y a très peu de chances que vous les voyez. Ce que vous allez voir, c'est des cloches d'observation. Donc au sommet de la montagne, on a une cloche d'observation et pour communiquer, comme on est sous terre, le téléphone c'est comme nous là, hein, il passe pas. Donc ils ont un système de tringlerie et l'observateur, et il va donner des ordres avec une molette. Vous voyez, vous avez on appelle ça deux aiguilles, et il va dire, par exemple là, il peut mettre fauchage hauteur, et puis il va donner peut-être un axe. Le mitrailleur, vous voyez, lui, il ne voit rien. Il tire à travers le blindage, mais il ne voit absolument rien. Par contre, on lui donne des ordres. Tu vas faire un tir de fauchage à tel degré. L'observateur va regarder les résultats, et au pire, ici, il va dire, tu me rajoutes plus 7 degrés. Donc lui, ça lui parle, il va tourner sa mitrailleuse à 7 degrés, et il va continuer à rafaler pour que les Italiens baissent la tête et quittent les murs. Donc tout se passe comme ça. Les officiers, eux, vérifient quand même que ce que dit l'observateur, c'est toujours bon avec les cartes, ils recalculent et vont donner encore plus de précision éventuellement aux mitrailleurs. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai oublié?